Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette étape. Étape qui est arrivée du côté de Belleville en Beaujolais. Je vous en avais parlé à plusieurs reprises de cette étape numéro 12. Ah, je m'attendais à ce que ça roule fort. Je m'attendais pas à ce que ça roule fort à ce point-là quand même. Ça a été un rythme démentiel encore sur cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pense que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. N'hésitez pas également, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir la chaîne, à faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. Et puis TikTok, le débrief rapide juste après l'arrivée de l'étape. Si vous voyez des mouches, c'est normal. Il y a des chevaux dans le champ d'à côté et les chevaux, ça envoie les mouches. Il y a ça et les vaches, mais c'est encore pire que les vaches, je crois. Donc je pense que cet été, je vais être envahi par les mouches. C'est déjà un petit peu le cas. Bon, on commence tout de suite avec cette vidéo, un rythme encore de fou avec une étape de transition, mais on sait de plus en plus ces étapes de transition sont beaucoup moins des étapes de transition qu'à une époque où c'était vraiment sur ces étapes-là où on s'ennuyait énormément. Maintenant, c'est plus vraiment le cas, mais encore un rythme 80 km pour avoir un échappé, 2 heures de course. C'est-à-dire que l'échappée, elle est sortie, il était 15h10. Et ça n'arrêtait pas d'attaquer, c'est-à-dire c'était attaque sur attaque sur attaque sur attaque. À un moment on s'est retrouvé avec Pogacar, Vingegaard qui attaquait, il n'y en avait pas retour. On s'est retrouvé à un moment à avoir un peloton maillot jaune où je sais pas, il devait y avoir 20 coureurs. Enfin quand l'échappée, quand le premier groupe de 10 est sorti, oui il devait rester 20 coureurs. Forcément dans ce genre de cas on a des gros qui partent en échappée et ça laisse peu de temps pour récupérer aussi, mais ça a été une énorme bagarre dans l'échappée. Et dans cette étape en général, on roule à 43,7 de moyenne sur 3000 mètres de dénivelé positif. Ça fait 2 jours qu'on fait ça. Au final, même Moulin, ça a quand même roulé vite à Moulin sur les dernières heures de course, parce qu'on était parti sur un rythme très très lent. On était parti quasiment à 15h, on devait arriver à 18h. Voilà. Et puis ça a tellement accéléré qu'on est arrivé à 17h30. Donc c'est pour vous dire que ça a quand même pas... on n'a pas ménagé ses efforts. Les Alpes vont être... Ça va péter comme du popcorn. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y en avoir partout. Alors ça va peut-être pas être le plus spectaculaire au niveau tactique, mais alors là, c'est forcément il y a des coureurs qui vont exploser. Savoir qui, je ne sais pas, mais il va y en avoir partout. Alors déjà, le Gros Colombier, demain, ça va faire mal, mais le week-end, c'est un enchaînement de cols qu'on va avoir tout ce week-end. Et puis, je rappelle, mardi, contre la montre en bosse, mercredi, col de la Lose. Ça va être, mais déjà de départ, ces Alpes étaient compliquées à gérer. On n'a pas eu de temps mort dans la course quasiment. Là, ça va être très très difficile. C'est-à-dire les coureurs sont partis sur un rythme tellement fort que je serais très surpris qu'il n'y ait pas des coureurs qui explosent. On va avoir des coureurs qui vont exploser parce que on a beaucoup de coureurs qui sont sur la réserve. Voilà. Je pense que on va avoir des coureurs hors délai, on va avoir des mecs qui vont en bas délai, parce que malgré le fait qu'on ait eu très peu de chutes sur ce Tour de France et pas de chutes massives, on a un tel rythme depuis le début de course, ça fait depuis 10 jours, 2 semaines même qu'on est parti, on a eu 3 jours vraiment temps mort complet. Le reste, c'est des très très gros rythmes. Donc ouais, là, c'est quand même assez exceptionnel. Les Alpes vont faire extrêmement mal, mais cette étape a été vraiment spectaculaire. Chapeau Cofidis parce qu'ils ont très bien couru. Petit flop quand même pour Movistar, mais en même temps Jorgensen prend une 3e place, mais ils auraient peut-être pu faire mieux en courant un peu mieux, surtout du côté de Guerrero. Et puis bon, il y a encore des choses à dire sur cette étape, plus qu'hier. Vous l'avez bien compris. Le sondage d'hier, je vous en avais posé qu'un seul, parce que je ne vous avais pas demandé pour les coureurs. Je ne vous avais pas demandé pour vous qui va gagner l'étape 12. J'avais mis quand même des grosses cotes, et c'est pas forcément là où le sondage est le plus intéressant. Je vous avais demandé pour vous demain qui va gagner l'étape 12. J'avais mis Sprinter Puncher 12%, Puncher 18%, Baroudeur 61%, leader du général 8%. Est-ce que Yon Izagirre le considère comme un puncher ou comme un baroudeur? Je vais quand même... Là aujourd'hui, il a plus fait un rôle de baroudeur, mais ouais, grosse étape
pour lui, et ça a été vraiment une belle journée de cyclisme encore. Du côté de cette étape, note de l'étape, moi j'ai mis 15 sur 20. La seule déception que j'ai avec cette étape, c'est qu'on n'a pas eu trop de suspense pour la victoire. Mais sinon, c'est du cyclisme champagne, ça attaque dans tous les sens. Si cette année, il y a des mecs qui regardent le cyclisme pour la première fois, le Tour de France pour la première fois, et qui ont décidé de se mettre au Tour de France avec la série de Netflix, là, c'est du très très lourd. Vraiment du très très lourd. C'est ce que j'appelle du cyclisme champagne. On attaque dans tous les sens, ça court comme chez les cadets, c'est-à-dire vraiment, ou chez les amateurs, c'est-à-dire ça attaque partout, tout le temps. Il n'y a pas énormément de stratégie. Et là, vraiment, c'est vraiment spectaculaire. Alors, dommage, voilà. Pourquoi j'ai mis 15 sur 20? Parce qu'on n'a pas eu trop de suspense pour la victoire. C'est vrai qu'une fois qu'Ion Izagirre est sorti, on a vu très vite qu'il a pris 30 secondes. On s'est dit que ça allait être compliqué pour aller le rattraper. Mais ouais, belle étape encore. Moi, j'ai passé du bon moment devant ma télévision. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Bilan des Bleus. Je commence avec Cofidis. On a énormément critiqué Cédric Vasseur quand il a pris en main cette équipe. Il y avait eu beaucoup de critiques de certains coureurs. Je pense notamment Hofstetter, je pense Nasser Bouhanni. Il s'avère que 5 ou 6 ans plus tard, les résultats sont là. Les résultats sont là, c'est-à-dire qu'il y a eu une victoire sur le Tour d'Italie. Tu as eu des classements généraux également avec Guillaume Martin. Tu as 2 victoires sur le Tour de France. Tu as une victoire l'année dernière avec Herrada sur le Tour d'Espagne. Voilà. Tu as aussi des bons classements sur le Tour de Pays Basque avec Ion Izagirre. Tu as des résultats avec avec Axel Zinglet. Cédric Vasseur a réussi à constituer une belle équipe. Il a peut-être des méthodes particulières, mais les résultats sont là. Les résultats sont là parce qu'aujourd'hui, Cofidis, par rapport au budget de Cofidis, je trouve que c'est une équipe qui fait du bon boulot. Alors en plus, ce Tour de France, ça va leur faire des points UCI, parce que là, ils les accumulent, de victoires. Une victoire, c'est 200 et des broutilles. 210 sur le Tour de France, donc ça fait déjà 420 points. Il y a eu aussi des places d'honneur avec Brian Cocard. C'est un super Tour de France qui sont en train de réaliser Cofidis. On en avait parlé, ils avaient déjà fait une bonne première semaine, mais cette année, ils font vraiment du bon boulot. Et je dirais que malgré le fait que ils n'ont pas forcément énormément de cartes pour le général, alors il va falloir voir avec Guillaume Martin, parce que là, ça roule tellement fort qu'il est quand même 13e à 8 minutes. Il se peut que 8 minutes, tu te replaces 7e du général, donc ce qui serait un très bon résultat pour Guillaume Martin, surtout qu'on a vu quand même Pidcock un peu en difficulté. Il y a quelques courants, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Sepkus aussi en difficulté, Gaudu, on ne sait pas trop non plus. Mais le Tour de France est réussi pour Cofidis. Le Tour de France est réussi. T'as un Brian Cocard qui est 2e du classement du maillot vert en plus. Et c'est le travail de Cédric Vasseur. Là aujourd'hui, ils ont eu le nez creux quand même de mettre les 2 bons mecs à l'avant. Certains vont dire qu'il faut de la chance. Pas que de la chance, il faut avoir le nez creux aussi, il faut sentir le bon coup, il faut que les coureurs aient un peu d'intelligence tactique, et les 2 ont eu de l'intelligence tactique. Et puis après, il faut réussir à se faire suffisamment oublier pour pas se faire attaquer. Alors Ion Izagirre à un moment a eu un coup de moins bien. C'est rare que quand le mec a un coup de moins bien, il arrive à revenir comme ça dans le peloton. Mais je pense que le coup de moins bien, c'était soit une petite patte d'énergie, soit tout simplement qu'à un moment, il voulait pas se mettre en sur-régime et qu'il a pensé peut-être qu'il allait être en sur-régime. Il a fait un énorme travail pour emmener Guillaume Martin, et puis ensuite il a attaqué, on va dire, presque en éclaireur. Et puis derrière, Guillaume Martin, il a fait le chien de garde, mais alors extrêmement bien. Et il a fait vraiment un super boulot. Super boulot. Et derrière, très bon travail de Ion Izagirre qui a rien lâché dans le final. Après, c'est pas vraiment de surprise, c'est un coureur qui sait gagner des étapes.
qui sait gagner des courses. Il n'a pas craqué, c'est un cours d'expérience. Chapeau, voilà, très belle victoire. Et puis, ça fait du bien en plus au cyclisme espagnol aussi, hein, parce que 2 victoires, c'est vrai qu'il y avait une grosse période de disette, là, sans résultat, sans grand résultat pour les coureurs espagnols en dehors de Enric Mas, presque, sur les grands tours. Et là, ça fait du bien de revoir les coureurs espagnols, et Juan Ayuso, pardon. Ça fait du bien de revoir les coureurs espagnols performants et un très très bon Tour de France pour le moment de Cofidis. Je poursuis avec Total Energy. Deuxième place. Là, Burgodo, il n'a pas grand chose à se reprocher. Hein. Yann Izaguirre était plus fort aujourd'hui. Enfin, dans le final, c'était vraiment le plus fort. Burgodo, je crois qu'il a fait du. Il a réussi à se faire oublier pendant l'étape. Je pense que là où il perd de l'énergie, c'est en début quand l'échappée se forme, il passe des très très gros relais. Je pense qu'il s'est un peu enflammé à ce moment-là. Je pense qu'il consomme un peu trop d'énergie dans ce passage-là. Après, derrière, il se fait quand même vachement bien oublier. Il passe ses relais quand on lui demande vraiment de passer les relais. Il suit l'attaque de Jorgensen, ce qui était très bien joué. Il fait un bon sprint parce qu'il a bien géré la dernière ligne droite. Devant, il y avait juste Yann Izaguirre qui était au-dessus. Parce que même si Burgodo n'avait pas consommé autant d'énergie au début de l'échappée, est-ce qu'il aurait été en mesure de suivre? Je suis pas sûr. Donc c'est un bon Tour de France quand même pour Burgodo. Enfin, surtout là sur cette étape, voilà, son Tour de France c'est plutôt réussi. Et je trouve que Total, bon, à part les sprints avec Peter Sagan, presque, mais c'est quand même une équipe qui va ramener 2 deuxièmes places. C'était pas arrivé depuis quelques années chez Total Energy et qui a été un peu plus acteur que d'habitude. Et puis le tour n'est pas encore fini. Il y aura peut-être des opportunités pour Pierre Latour aussi. Là aujourd'hui, on l'a peu vu. Peut-être que Pierre Latour, il y aura des opportunités sur le week-end et sur le col de la Lose peut-être pour le français. Mais sur le week-end, il y a peut-être des choses à tenter pour Pierre Latour. Donc ça va être intéressant. Parce que peut-être que demain, il n'y a pas grand monde qui partira en échappée. Parce qu'il y a beaucoup de coureurs, je pense, qui sont fatigués de cette étape. Et ça peut te donner des opportunités pour aller chercher un bon résultat. Mais ouais, c'est bien pour Total. Surtout que l'année n'est pas forcément facile parce qu'ils perdent. Enfin, ils vont perdre Peter Sagan, mais ils risquent de perdre Specialized en fin de saison aussi. Donc il va falloir retrouver un nouveau fabricant de cycle. Il y a plusieurs possibilités, hein. On sait que sur le marché, avant ils étaient chez Vidier. Qu'est-ce qu'ils vont repartir avec Vidier? KTM n'est pas présent en deuxième division, donc ça peut être aussi un objectif d'aller chercher KTM. Il y a d'autres marques qui peuvent être intéressées par Total Energy. Puis ça montre également que du côté de Total Energy, recruter des anciennes gloires, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Améliorer peut-être la formation chez Vendée-U, c'est peut-être une meilleure idée parce que Burgodo c'est un pur produit de Vendée-U et on voit que cette filière-là du Vendée-U elle peut faire des très bonnes choses et peut-être même faire que Vendée-U monte en Continental serait plus intéressant parce que Vendée-U ça ressemble quand même quasiment à une réserve de Continental. C'est juste que c'est en amateur, mais ça ressemble vraiment à une réserve de Continental dans la manière de fonctionner. Et ça serait peut-être intéressant de les faire monter plus en Continental et pas trop essayer de recruter d'anciennes gloires, si c'est surtout pour qu'elles finissent un petit peu en maison de retraite. Mais là, ouais, beau travail de Mathieu Burgodo. Faut saluer en plus, c'est un coureur qui est sympa. C'est un coureur qui a pas eu une année facile. Il s'est bien refait la cerise à cet été avec le Dauphiné et ces bons résultats, donc c'est bien. Plus moins Thibaut Pinot. Je m'attendais un peu mieux de Thibaut Pinot quand j'ai vu. En fait, Thibaut Pinot, c'est bizarre parce que quand il accélère et qu'il revient sur le groupe d'échappée, il revient dans un deuxième temps. Là, à ce moment-là, il me fait une énorme impression. Il n'a pas super bien couru encore Thibaut Pinot parce que quand Izaguirre sort assez vite, faut rouler avec Jorgensen, faut s'organiser avec Jorgensen et il n'a pas réussi à faire ça. Alors je pense qu'il n'avait pas non plus des super jambes en fin de journée. Peut-être que lui aussi il en a trop fait parce qu'il était très actif dans le groupe avec Burgodo au tout début pour faire l'écart. C'est peut-être ça qui lui a coûté un petit peu à Thibaut Pinot, la gestion de course.
Malgré tout, est-ce que c'est catastrophique pour Pinot? Il rentre dans le top 10 du général. Il est encore quand même à plus de 6 minutes 30. Donc il n'est pas encore totalement dangereux pour Pogacar à Vingegaard. Surtout qu'il y a peut-être demain ou après-demain, il va peut-être perdre du temps pour aider Godu. Donc c'est intéressant. Enfin, c'est pas une catastrophe pour Pinot, très clairement. Et puis 6,38, c'est raisonnable, je dirais. Surtout pour un Thibaut Pinot, je dirais. Surtout que tu sais que sur le chrono, il va perdre du temps, Thibaut. Mais ouais, là, je m'attendais presque à mieux. Après, peut-être que les gens mettaient un peu moyenne en fin d'étape. Il en a peut-être un peu trop fait, Thibaut Pinot, mais voilà, plus-moins aujourd'hui. Parce qu'il fallait être dans l'échappée pour Groupama. Parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre une échappée jusqu'à maintenant. Enfin, ils n'ont pas réussi, ils n'avaient pas voulu, surtout prendre les échappées. Voilà, là, il a pu évacuer un petit peu de sa frustration. Et puis, sur la fin de tour, bon, ça m'étonnerait, j'en avais parlé, mais ça m'étonnerait qu'au Markstein, on n'ait pas un Thibaut Pinot qui passe à l'attaque. S'il n'a pas encore gagné son étape, parce qu'il sait qu'il sera à domicile et il sait que toute l'équipe sera. Enfin voilà, qu'il y aura tous les supporters qui seront avec lui. Si en plus il fait pas très chaud, ça peut être vraiment une étape. Et puis je dirais que Pinot, en plus aujourd'hui, c'était pas forcément un terrain qui lui convient le plus, parce qu'on était quand même sur des montées assez courtes. Même s'il y avait un enchaînement de bosses, c'était des bosses de 5 km. Il préfère les montées plus longues, Thibaut Pinot, donc c'est peut-être aussi ce qui lui a joué un mauvais tour dans cette étape. AG2R en flop. Pourquoi en flop AG2R? C'est-à-dire que Félix Gall va jouer le podium à Paris? Je sais pas, hein. Parce que la manière dont AG2R a couru, j'avais l'impression que Félix Gall jouait le podium à Paris. Sauf que Félix Gall, il est quand même un petit peu long en général pour le moment. C'est-à-dire qu'on a roulé comme si on avait Jane Lane dans l'équipe, pardon, je me suis un peu mordu, alors qu'on n'a que Félix Gall, qui n'est pas une assurance tout risque sur 3 semaines, parce que sur le Giro l'année dernière, ça s'était pas extrêmement bien passé, donc il peut craquer demain ou après-demain aussi, hein, Félix Gall. Et Félix Gall, aujourd'hui, c'est pas un mec qui va jouer le podium à Paris. Donc c'est-à-dire que rouler de cette manière, avec Nason, avec d'autres coureurs, mais surtout Nason qui a fait un gros travail, pour au final que ça n'aboutisse pas à grand chose. L'idée c'était d'éliminer Sepkus. Bon, Sepkus, déjà on ne sait pas trop s'il va tenir la 3e semaine, hein, parce qu'il a quand même fait le Giro, il a un Giro dans les pattes, un Giro qui a été fatigant. Éliminer Mantis, il est loin aussi au général. On sait que sur le chrono, il va se prendre une branlée. Donc j'ai du mal à comprendre quelle a été la... Alors même si Gall n'est pas très doué sur un vélo de chrono non plus, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi G2R a roulé vraiment. Je ne suis pas le seul. J'ai l'impression qu'on a adopté un petit peu une stratégie à la Bahreïn ou à la Movistar. Parce que pour moi, s'ils voulaient éliminer des gens au classement général, c'était pas eux de rouler. Hein. C'était à Genley, à Bahreïn. C'était pas à G2R de rouler. À G2R, ils sont déjà pas dans le top 10. Tant que t'as pas un coureur dans le top 10, pour moi, t'as pas à rouler pour le général. Hein. C'était pas très intelligent. Je pense qu'ils ont consommé beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Voilà. Je vais le dire gentiment, mais oui, ils ont consommé beaucoup d'énergie pour pas énormément de choses. Les mouches m'énervent. On poursuit du côté des flops avec Alaphilippe. Bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit sur Alaphilippe, mais sur le côté où il faut qu'il change d'air et qu'il parte dans une autre équipe. Il y a peut-être une question qui va se poser quand même avec Patoche Lefebvre, c'est qu'est-ce qu'il ferait pas mieux de racheter sa dernière année de contrat, c'est-à-dire directement, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui ne voudront pas racheter une année de contrat. Surtout en France, s'il a envie de courir en France, à sa place, je rachèterai une année de contrat. Et puis ça permettrait peut-être à Jean-René de garder les vélos Specialized. C'est quand même compliqué pour Alaphilippe. Alors, il fait déjà l'effort à contre-temps. C'est vrai qu'ils ont passé 15 km en chasse-patate. Donc là, forcément, tu consommes énormément d'énergie. Il y a même un moment où moi, je me disais, relève-toi parce que c'est fini. De toute manière, il ne s'est pas relevé, mais quand tu te retrouves comme ça en chasse-patate pendant 10-15 km, forcément, derrière, tu peux pas faire un grand résultat. C'est-à-dire qu'il a consommé trop d'énergie à ce moment-là. Quand tu le fais comme Thibaut Pinot, que tu arrives à revenir en 1 km, c'est bon.
Mais quand ça prend 5-6 km, c'est fini. C'est-à-dire que tu ne joueras pas la gagne. Bon, après, il a explosé. Il a explosé quand même vite hein, à la Philippe. Encore une fois, bon, c'est pas son Tour de France. C'est pas son année encore, j'ai l'impression quand même pour Julien Alaphilippe. On va voir sur la deuxième partie de saison. Mais là, c'est vrai que ce Tour de France est un petit peu compliqué pour lui. Jusqu'à maintenant. Puis il a consommé beaucoup d'énergie à vouloir prendre les échappées. Je ne sais pas s'il va avoir encore beaucoup beaucoup d'essence dans le moteur dans les jours à venir, quoi. C'est un peu l'inquiétude, s'il a consommé quand même beaucoup d'énergie à faire pas mal d'attaques qui n'ont pas forcément totalement abouti. Et puis pour Quick Step, on perd Soudal Quick Step, on perd Jacobsen. Bon, c'est un tour également qui est du niveau de la course d'Alaphilippe. C'est-à-dire que c'est très très compliqué pour le moment. Les résultats ne sont pas similaires aux attentes de début de course. On va dire ça comme ça. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou. On passe au coureur au top, toujours avec ses multiples mouches. Pour ça, vous avez de la chance, parce qu'il n'y en a aucune qui s'est vraiment mise sur la caméra de la webcam. Je commence... alors, ça a été compliqué de mettre des tops, parce qu'il y a quand même beaucoup de bleus qui ont fait des bonnes choses. Donc, à partir de ce moment-là, trouver des tops étrangers, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai décidé de mettre Tobias Allan Johannesson. Je trouve qu'il fait une bonne course, en sachant qu'en plus, il n'avait pas trop de certitude. C'est-à-dire qu'avant le Dauphiné, c'était quand même très compliqué. Alors, il avait fait un bon Tour de Norvège. Encore une fois, hein, je ne l'avais pas suivi le Tour de Norvège, c'était pendant le Tour d'Italie. Je n'avais pas réussi à me dégager du temps pour le regarder. Mais le Tour de Norvège, c'est pas d'un niveau d'un grand tour en termes de difficulté. Et avant le Dauphiné, on n'avait pas trop de certitude. Il fait 15 du Dauphiné. Il fait un bon départ au Pays Basque, ensuite il perd du temps. Et puis là, aujourd'hui, il se replace au niveau du classement de la montagne. Il a pris quelques points. Alors vous avez toujours Nelson Poles qui est en tête, mais qui n'arrive pas à prendre d'échappée. Et Nelson Poles, il me fait beaucoup penser au Benoît Cosnefroy qui avait pris des points au classement de la montagne en début de course et qui avait vraiment cramé son énergie au bout d'une semaine et qui n'arrivait plus ensuite à suivre dès qu'il y avait la moindre attaque pour le classement de la montagne. J'ai peur que ça soit la même chose pour Poles. Tobias Allan Johannesson, pour le moment, il a bien géré ces différentes étapes. Alors, demain, c'est pas intéressant pour partir pour le classement de la montagne, il n'y a que le col du Grand Colombier. Par contre, samedi et dimanche, là, ça sera intéressant et ça peut devenir un classement important, en sachant que Félix Gall joue le général. T'as Guerrero, mais Guerrero, cette année, c'est pas incroyable. Ciccone, il est quand même tombé aujourd'hui, il va falloir voir comment il récupère. Michael Woods, il est tombé aussi. Il a été impliqué dans la chute de Giulio Ciccone. Alors après, tu as Pogacar et Vingegaard qui ont beaucoup de points. Il n'y a pas beaucoup d'avance entre Johannesson et ces coureurs-là, mais ça peut devenir vraiment un réel objectif pour le coureur norvégien ça relancerait un petit peu sa carrière, même s'il n'est pas en perte de vitesse. Mais c'est vrai que le début de saison n'a pas forcément été si facile que ça pour le coureur norvégien depuis ses problèmes de genoux l'année dernière qui l'ont vraiment handicapé sur la deuxième partie de saison, et de le voir revenir au top, c'est vraiment bien. Puis ça reste un super coureur, je rappelle, c'est quand même un vainqueur du Tour de l'Avenir, donc ça reste un coureur de qualité et qui est très performant sur ce type de terrain parce qu'il a aussi une bonne pointe de vitesse, donc il faudra faire attention. Mais c'est vrai que Johannesson, c'est un bon coureur que je suis depuis quelques temps, et je pense que voilà, c'est un coureur qui peut vraiment faire des résultats sur ce Tour de France, et le maillot à poids peut vraiment être un classement intéressant pour le Viking de cette formation Uno X. Et je trouve qu'aujourd'hui il a bien couru. Voilà, il lui en manquait un peu, peut-être que la chaleur n'a pas aidé, mais je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti, Johannesson, sur cette étape. Bon, après voilà, il y avait plus fort que lui, mais il finit 5e de l'étape et il prend des points pour le classement de la montagne. Sans faire trop d'efforts, c'est pas mal. Enfin, sans faire trop d'efforts pour les points du classement de la montagne par rapport à notre ami Guerrero. Je poursuis avec Rodriguez. Carlos Rodriguez, il a quand même de plus en plus une tête de top 5, ça c'est sûr. Mais alors il a de plus en plus une tête de je peux menacer le Jane Day pour la 3e place. Je trouve qu'aujourd'hui, je l'ai regardé à plusieurs moments en début d'étape dans le peloton, je trouve qu'il avait plutôt une belle allure dans le peloton.
Alors après, bon voilà, va falloir se méfier parce que, encore une fois, la course est longue. Mais Carlos Rodriguez sur la Vuelta, il était plutôt bien parti sur la troisième semaine avant sa chute. Et maintenant, il va falloir voir comment il va tenir. Mais c'est vrai qu'il y a moins de 2 minutes entre les deux. Bon, il y a Pello Bilbao qui est à 10 secondes, mais Pello Bilbao, dans les Alpes, il aura peut-être un petit peu de mal. Il y a Adam Yates qui va peut-être être obligé de travailler pour Pogacar. Bon, vous avez Simon Yates qui est derrière et Pidcock. Mais ça peut être vraiment une opportunité pour lui très forte. Et c'est un coureur qui a déjà fait 7ème, je rappelle, l'année dernière de la Vuelta, alors que sur les 2 dernières étapes, vraiment, il s'effondre et était dans le top 4. Aussi sur cette course-là, c'était passé un peu plus inaperçu parce qu'il y avait Juan Ayuso qui faisait du très bon boulot, mais c'est dommage qu'il était tombé une grosse chute parce que si elle lui avait fait perdre du temps, mais il s'était vraiment accroché. Et c'est un mec qui est solide dans sa tête aussi, Carlos Rodriguez. Et Ineos, ça peut être vraiment un bon leader. C'est quand même une équipe qui sait rouler quand ils ont un leader, donc ça peut être intéressant. Et on sent qu'ils lui font confiance parce que la manière dont ils ont travaillé après AG2R, c'était dans l'optique aussi de limiter l'écart avec la tête du peloton. Je termine avec Jorgensen. Jorgensen, pour moi, il a bien couru, il est à sa place, il fait 3ème. Alors c'est triste aussi pour lui, c'est comme Burgodeau qui a fait 2 fois 2ème sur le Dauphiné et là sur le Tour de France. Jorgensen, c'est vrai qu'au Puy-de-Dôme, il n'est pas passé loin. Il lui a manqué 600 mètres. Là aujourd'hui, il était bien dans la roue de Pinot. Je pense qu'il en a beaucoup fait pour revenir sur Van Der Poel. Ils ont un peu paniqué en fait pour revenir sur Van Der Poel, alors que Van Der Poel, même à 40 secondes, il était quand même parti à plus de 50 bornes de l'arrivée, donc ça pouvait être compliqué pour lui physiquement. Et Jorgensen aurait peut-être dû rester un petit peu plus calme. Il n'a pas été aidé non plus par Guerrero, parce que Guerrero, il a fait la bagarre au niveau des maillots du maillot à poids sans forcément marquer beaucoup de points. Et qu'ils ont quasiment pas couru ensemble. C'est-à-dire que sur une étape comme ça, quand il y a Jorgensen et Guerrero devant, pour moi, tu privilégies Jorgensen, même si tu dis pas à Guerrero de pas jouer sa carte en fin d'étape. Et pour moi, le leader, c'est Jorgensen. Et donc, Guerrero aurait dû bosser pour Jorgensen. Et peut-être qu'à ce moment-là, il serait revenu plus vite sur Van Der Poel, que Yannick Izaguirre aurait jamais réussi à retomber dans les bonnes roues. Et ça aurait peut-être pu faire la différence. Sauf que non, ils n'ont pas couru de cette manière-là du côté de Movistar. Et c'est peut-être à cause de ça qu'ils passent à côté de la victoire. Parce que c'est encore quelque chose qui aurait pu être intéressant. Mais oui, pour Jorgensen, c'était pas facile. C'était pas facile de tout seul. Et ensuite, il attaque au bon moment. En fait, il attaque au bon moment, je pense, dans le final. Le problème, c'est que devant, Yann Izaguirre, il a déjà une minute d'avance. Mais c'est lui qui a bien manœuvré. Je pense que Guerrero aurait dû plus l'aider. C'est dommage, du côté de chez Movistar, bon, ça leur coûte un petit peu. On poursuit du côté des bonnets d'âne. Du côté des bonnets d'âne, bien, je commence avec Benoît. C'est bien de vouloir animer la course du côté de Jumbo, mais ça serait bête de se cramer complètement si Vingegaard se trouve en difficulté. Benoît, c'est un élément important. Alors, je dis pas de faire comme la groupe AMHDJ, de dire les 7 coureurs doivent rester autour du leader. Mais autant je peux le comprendre quand c'est Van Aert ou un Van Hooijdonk, autant quand c'est Benoît, pour moi, c'est moins compréhensible. Parce que Benoît, c'est un élément important. C'est un peu le Madouas ou le Quentin Paché, on va dire, de Gaudu. Donc, c'est un coureur qui doit rester avec son leader, pour moi. Surtout sur une étape où ça roulait fort. Et puis surtout, du côté de Tish Benoît, on a compris assez vite que c'était pas l'élément qui pouvait s'imposer sur cette étape. Je pense qu'à 30 bornes de l'arrivée, quand tu vois qu'il n'est pas dans le premier groupe et que ça ne rentrera pas, à 25 bornes de l'arrivée, il faut qu'il se relève, Benoît. Voilà. Parce que
de toute manière, même s'il participait, ça revenait pas en termes de rythme au groupe de poursuivants. Il fallait qu'il se relève à ce moment-là parce qu'il va y avoir du taf dans les jours à venir. Et que Benoît, c'est un élément important. Et on a l'impression que chez Jumbo, on n'est pas totalement sûr de Vingegaard. Alors c'est fou parce qu'on lui a mis presque le maillot jaune d'entrée dans les mains. C'est un peu eux qui ont animé la course dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées sur la deuxième étape, quand ils veulent écraser Pogačar, c'est eux qui font le tempo. Mais on a l'impression que la manière dont court Van Aert, la manière dont a couru Benoît aujourd'hui, c'est que bon, si on peut quand même attraper une victoire d'étape au cas où, ça serait pas mal. Alors que, bon, normalement, quand tu joues le maillot jaune, les victoires d'étape, c'est pas forcément ta priorité. La priorité, c'est le maillot jaune. Mais là, on a l'impression qu'ils sont pas si sûrs que ça de Vingegaard. Ils se disent, si Vingegaard s'écroule, bon, au moins, on aura gagné une étape. J'ai presque cette impression-là, ce qui me semble très bizarre. Surtout que Vingegaard n'a pas montré de signes de faiblesse jusqu'à maintenant. Alors, est-ce qu'ils ont vu des signes avant-coureurs? Et puis, du côté de Benoît, aujourd'hui, il a consommé quand même énormément d'énergie. Il finit en plus pas deuxième, troisième de l'étape. Il prend la 4e place, ce qui n'est pas un grand résultat pour un Tige Benoît. Ouais, moi je l'aurais laissé se relever parce qu'il n'y avait pas d'intérêt à le laisser devant. Et puis, excusez-moi de vous le dire, mais Jumbo, ils sont pas à la recherche de points UCI. Donc, et Benoît, une 4e place dans son palmarès, ça n'a pas changé grand-chose à son palmarès au coureur belge. Donc moi, je l'aurais fait se relever pas pour Vingegaard, je l'aurais fait se relever pour qu'il garde de l'énergie ou pour qu'il récupère un petit peu avant l'étape de demain. Pas forcément pour protéger Vingegaard aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à un moment, il n'y avait plus que Sepkus, Kelderman. C'était quand même un peu risqué de relancer à chaque fois. Du côté de la Jumbo, et ce qui a fait aussi que ce début de course était très actif, c'est que souvent il y avait un coureur de la Jumbo qui relançait les attaques. On a vu Van Aert, on a vu Benoît, on a vu Kelderman aussi à un moment, qui relançait à chaque fois. C'était peut-être pas forcément l'idée du siècle, ça aussi en termes de stratégie. On poursuit avec un autre coureur, Meintjes, le Sud-Africain. C'est quand même pas Jojo, Meintjes pour le moment. Là, il fait partie du groupe qui a 3 minutes avec Sepkus. Il est rentré, mais en plus, il rentre seul. Je pense qu'il aurait pu attendre le groupe parce que là, il a consommé de l'énergie en voulant rentrer seul, en voulant faire le jump. Et surtout, je suis pas très rassuré par Meintjes. Il est déjà un petit peu loin en général, il n'est pas dans le top 10. Je trouve qu'Intermarché sur Tour de France, c'est très compliqué pour Intermarché jusqu'à maintenant, parce que Guilhermet, à part la 3e place de Guilhermet à Bordeaux, les autres sprints de Guilhermet, on n'a pas réussi à faire grand-chose. Ils sont assez peu présents dans les échappées, à part celle où il y avait Zimmermann. C'est pas un très grand Tour de France que fait Intermarché. Après, j'ai envie de dire que depuis le mois de mars, ils font pas une très grande saison. Ils ont démarré tambour battant depuis le mois de mars. Rui Costa, par exemple, qui avait gagné des épreuves à Palma de Majorque, là, il a complètement disparu. C'est compliqué quand même pour Intermarché. Et là, aujourd'hui, Meintjes, il était en difficulté, et puis surtout, il était seul. Il n'y avait personne pour l'aider, que ce soit Rui Costa ou Calmejane. Donc ça montre qu'il n'y a pas de solidité d'équipe. Et puis Meintjes, vu comment il a souffert aujourd'hui, c'est pas sûr que demain ou après-demain, il ne perde pas énormément de temps, parce que c'est un coureur qui, certes, s'accroche, mais au bout d'un moment, quand tu es dans les cordes, tu es dans les cordes. Et puis on termine avec Dylan Teuns. Quand j'ai vu dans l'échappée qu'il y avait Dylan Teuns, je me suis dit, Dylan Teuns, tiens, ça peut être intéressant, bon puncher, quand même remporté la Flèche Wallonne l'année dernière, coureur qui est toujours bien sur les échappées. Puis après, je me suis dit, oui, mais c'est vrai que Dylan Teuns, depuis qu'il est chez Israël, en termes de résultats, il n'y a pas grand-chose. Ça se poursuit. 8e de l'étape, quand tu vois l'opposition, il se fait quand même lâcher dans une côte de 5 km. Ça, c'est quand même normalement le type d'effort qui lui convient extrêmement bien. C'est vrai que c'est poussif depuis qu'il est chez Israël. Je regardais, donc il a rejoint Israël au mois d'août. Ça a commencé fort. Notamment sur le Tour de Grande-Bretagne où il prend la 5e place. Il y a une 4e place sur le Grand Prix de Wallonie. Et après,
Et il n'y a pas d'autres résultats. Et cette année en 2023, c'est un peu le néant. 7e place sur l'étape numéro 2 du Tour d'Andalousie. 4e de la première étape du Tour du Gard. Et puis voilà. Voilà. Donc c'est pas fantastique. 9e du Tour de Suisse, mais qui a quand même été un Tour de Suisse particulier. Et en termes de. Ça s'est surtout joué sur les chronos. Je trouve que c'est pas une grande saison qui nous fait Dylan Teuns. 31 ans, encore une année de contrat chez Israël. Bon, ça serait bien de se relancer, parce que c'est quand même un mec qui a remporté la Flèche Wallonne, qui a eu des grands résultats sur des courses de moyenne montagne. Là, aujourd'hui, c'était quand même un terrain qui lui convenait. Pas réussir à tenir le rythme d'un mec comme Jorgensen, qui je pense n'était pas le meilleur aujourd'hui, ou d'un mec comme même Burgodo, ou même d'un Guillaume Martin. C'est qu'il y a un problème quand même pour Dylan Teuns, me semble-t-il, sur ce Tour de France, mais aussi depuis qu'il a rejoint Israël. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Nous, on se retrouve demain 7h, présentation du Grand Colombier, avec l'étape numéro 13. Et puis demain, 21h, débrief de cette étape sur YouTube, et avant sur TikTok. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la fois sur YouTube et sur TikTok. Il y aura un sondage ce soir. Et puis nous, ce soir ou demain matin, peut-être plus demain matin. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mac Production. Ciao, ciao!